d'accord aujourd'hui, en ce 5 mai. Nous sommes ensemble pour le 10h midi avec Mehdi Raïch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique. Noémie Alioua, journaliste essayiste. Vous avez publié La terreur jusque sous nos draps, qui est paru chez Plomb. Bonjour Jacques Valérie, Miard. bonjour à tous. Bonjour, maire de Maison-Lafitte. Bonjour Jacques. Vous avez retrouvé votre Salut bureau. les fraternités. Bye bye démocratie. Qu'est-ce que vous nous Mais il y a brandissez? encore mieux que ça. Il y a Alors. la nation ou le chaos. Ah. Il y a bien évidemment la Dis donc, France vous êtes prolifique, dans la Jacques. guerre de l'information. Oui. Donc le dernier Miard qui s'appelle L'avenir de la France est un déclin inéluctable. Est-il un déclin inéluctable? Point d'interrogation. Vous en pensez Voilà. quoi? Vous répondez quoi? Non, Non. rien n'est inéluctable. Cela dépend de nous. Il faut se battre. Vous pensez pas qu'on est foutu? Pas du tout. Ceux qui sont foutus, c'est la Macronie. On va y revenir forcément un petit peu avec vous. Et Alexandra Spinner, enseignante, déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour Valérie, bonjour à tous. François Bayrou propose un référendum sur un plan d'ensemble. Alors vous me direz ce que vous avez compris, sur quoi va porter le référendum. Je vous avoue que quelqu'un m'a envoyé le papier la veille et j'ai dit... comment dire? Je pense que lui-même a la même réaction au moment où l'idée est arrivée dans son esprit. C'est une amie journaliste qui me dit tiens, je t'envoie l'interview demain apparaître dans le JDD. Je dis ouais, bon, je suis pas sûre que je vais la lire. Je me dis mais il y a quoi? Il y a une bombe dedans, il y a un truc? Bah non. Selon Gérald Darmanin, il n'y a plus de lieux safe en France, comprendre de lieux dans lesquels on est en sécurité. Les refus d'obtempérer, les violences contre les policiers avec ces images terribles à Drancy. Ce week-end à Bordeaux, un élu municipal a été agressé après un rodéo urbain. D'une manière générale, c'est la défiance vis-à-vis de l'État. Je ne sais pas si vous avez vu à Saint-Denis aussi. C'est un unijambiste. Qui menace un policier en disant voilà ta mère, voilà. Les images sont. Il est audacieux. Oui, il est audacieux. Dire ça, de toute façon, mais les images de Drancy sont vraiment terrifiantes, c'est-à-dire des défis vis-à-vis des policiers. Et on ne rappelle pas assez qu'il y a des morts suite à ces rodéos, ces victimes dont personne ne parle. Et puis, grève à la SNCF, les ponts, les vacances, le trafic fortement perturbé. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, Mehdi. C'est un coup de projecteur. Oui, sur la tribune de Boris Vallaud ce week-end, dans la tribune dimanche. Et j'ai trouvé ça assez absurde. En fait, sur le fond, tout repose sur un énorme sophisme que, en fait, l'État, c'est forcément bien et tout ce qui est le marché est forcément mauvais. Le titre de la tribune, c'est Démarchandisons la vie. Et je trouve que ça tient presque du dogme religieux, c'est-à-dire que ça m'inquiète de ce qui est devenu la gauche. C'est que au fond il y a rien politiquement, il y a un espèce de vide. Et quand par exemple j'entends Nicolas Meyer-Rossignol ce week-end qui dit pas ce week-end mais vendredi dernier qui dit au micro de Sud Radio face à Jean-Jacques Bourdin que la gauche est en train de se reconstruire, qu'il y a une espèce de dream team avec Philippe Brun, avec Karim, le maire de Saint-Ouen, ça m'inquiète parce qu'au fond quand par exemple on vous dit que lorsque j'ai oublié son Vous prénom. avez perdu votre... Oui, j'ai perdu mon fil, j'avais un chiffre en tête. Oui, 60% des dépenses du PIB sont de la dépense publique. Lorsque vous avez Boris Vallaud qui vous dit il faut encore plus de dépenses, ou il faut encore plus faire confiance à l'État, alors que tout est au rouge, tout est à l'os, en fait, je vois pas en fait ce qui peut amener de plus sur le sujet. Et moi, ça m'inquiète sur l'état de la décrépitude idéologique de la gauche, parce que pour moi le cœur de la vitalité politique, c'est quand même l'alternance droite-gauche, et je trouve qu'il n'y a rien à ce niveau. Pour moi, la gauche m'inquiète. La dernière fois, on parlait avec Alexandra du recul de la lecture et que ça a amené une binarité dans le monde. Ouais. Finalement, c'est ce sujet-là. Finalement, on nous oppose quelque chose qui est très binaire, qui est très manichéen. Il n'y a pas véritablement de fond et ça m'inquiète sur la construction idéologique à gauche, sachant qu'on est dans un moment politique où on voit bien que tout est populiste ou tout est trop binaire. Et moi, ça m'inquiète. Oui, pas de nuance. Problème du sens de la nuance. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau ou est-ce qu'au fond, c'est dans l'essence même de la gauche d'être étatiste ? Oui, mais c'est par principe, la gauche considère que c'est à l'État de prendre un maximum de responsabilités. Il faut nationaliser les entreprises, il faut réduire le libéralisme au maximum parce que le libéralisme est violent et brutal et sauvage, notamment pour les petites gens. Donc c'est dans le fondement idéologique de la gauche d'être étatiste. Maintenant, vous avez raison, le fait que la gauche se réduise à l'extrême gauche, qui n'est pas particulièrement réputée pour son parlementarisme, pour son sens de la
nuance, là, oui, ça devient beaucoup plus problématique. Oui, c'est Jacques, la gauche. Oui, ce que je voudrais dire, en réalité, il ne faut pas avoir d'a priori. Il y a un certain nombre d'actions qui relèvent du régalien, que ce soit la sécurité, que ce soit l'armée, la défense et les affaires étrangères. Et il y a effectivement la nécessité de bien réduire le rôle de l'État, ce qui est essentiel. Et il ne doit pas se mêler, je dirais, d'un certain nombre de choses qui relèvent du choix de chacun. C'est aussi simple que ça. Les libertariens, notamment l'ONG Cato aux États-Unis, dit très clairement que jamais l'État ne doit être dans la chambre à coucher, in the bedroom, et ne doit pas être non plus in the boardroom. Ce qui veut bien dire qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles l'État doit s'abstenir, ou bien il leur met en cause la liberté de chacun. Oui. Après, juste un petit mot, Mehdi a raison sur quelque chose, c'est-à-dire qu'appeler aujourd'hui à augmenter le budget de l'État, alors même qu'on sait dans la situation dans laquelle on se trouve, ça c'est problématique. Et effectivement, il y a des choses qui sont sur la table, et notamment au-delà de l'augmentation encore des dépenses publiques, ce serait... Si on a 60% de dépenses publiques dans le PIB et que rien ne fonctionne, c'est pas à 70% que ça fonctionnera, c'est pas à 80, c'est pas à 90, c'est pas à 100%. Ça veut dire que c'est la question de la gestion qui se pose. Ça c'est clair. C'est illogique. Oui, vous avez raison ça fonctionne sur quelque chose qui est incohérent. On avance. Noémie, c'est un coup de gueule. Oui, un petit coup de gueule. Vous avez peut-être allumé votre télévision samedi soir et vous avez vu cette scène à laquelle j'ai aussi assisté et qui m'a un petit peu énervée. C'est le fameux Louis Sarkozy, donc étoile montante de la droite et surtout fils de l'ancien président de la République, qui était invité dans l'émission de Léa Salamé, qu'à l'époque. Et dans cette émission, eh bien, sévit un humoriste qui s'appelle Paul de Saint-Cernin. Et donc, Louis Sarkozy venait présenter son livre sur les lectures de Napoléon, jeune, il a 28 ans, il est en train de prendre sa place dans le débat public. Et là, eh bien, cet humoriste s'est permis alors, je précise, le critiquer, je veux dire, ça fait partie du jeu. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on attaque les gens sur leur famille. Alors, on va écouter l'extrait. Allons-y. Léa, tu sais que ton père, c'est un voleur, tu sais ? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Attends. Louis, tu sais que ton père, c'est un voleur ? Voilà, c'est tout. Voilà, je trouve que c'est pas à la hauteur, c'est indécent du service public. Vous savez, ce qu'imaginez dans cette séquence, c'est pas qu'on critique Louis Sarkozy, c'est pas qu'on le fasse des blagues, c'est même pas qu'on puisse éventuellement lui reprendre sur ses idées. Certains n'aiment pas son style, certains considèrent qu'il a trop confiance en lui, qu'il est arrogant. Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent lui être reprochées. Ce qui me gêne, c'est quand on attaque les gens sur leur famille, parce que la famille, on ne la choisit pas. On choisit pas sa famille et personne ne doit être réduit à son patronyme. Donc on l'attaque là-dessus. Je trouve ça un peu bas. Alors, et je trouve que c'est pas à la hauteur. Je vais mettre un petit bémol. Je suis pas particulièrement fan de Paul de Saint-Cernin. Juste, c'est un humoriste. Après, c'est pas drôle. Après, on peut trouver ça con. Après, on peut trouver. Mais je veux dire, c'est un humoriste. C'est pas un intervenant qui lui dit "Et ton père, t'as vu ce qu'il a fait." C'est juste là où moi, depuis ce matin, j'entends des choses sur certaines antennes qui me terrifient un peu par rapport à l'humour, même par rapport à Nicolas Bedos qui s'est fait mettre en boîte aussi par Paul de Saint-Cernin. C'est un humoriste. Il est là pour ça. Il est là pour déranger. Il est là pour piquer. Donc là, on remet en cause l'humour. Donc on peut pas être Charlie et dire il a pas le droit de dire ça. Je veux dire, vous mettez des limites à ce moment-là. Et ça non, il ne s'agit pas de mettre des limites. Il s'agit juste d'essayer de. Moi, j'essaie, si vous voulez, de comprendre le fond et de considérer que. Il y a des attaques qui sont possibles. Non, mais sur la personne. Sur la personne, on peut critiquer lui, encore une fois, sur ce qu'il est, sur ses idées, sur le livre qu'il propose, sur le panthéon personnel qu'il s'est fait, sur son arrogance que certains considèrent. On peut trouver ça nul. Ce que je veux dire, c'est que c'est un humoriste. Donc on ne peut pas revendiquer être Charlie et dire il ne peut pas faire des blagues sur son père. Il peut le faire. Il ne s'agit pas de l'interdire. Personne ne veut l'interdire de faire des blagues. Mais juste, je trouve qu'attaquer les gens sur leur famille, c'est jamais quelque chose de alors après, on va vous dire sur le physique. Après, on va vous dire sur son habillement. Après, on va vous dire. Enfin, moi, j'ai ce différent-là avec Plantu qui dit il y a des limites. On ne doit pas blesser les gens. Alors, Alexandra.
Il ne s'agit pas d'instaurer une règle et de décréter qu'on n'a pas le droit d'attaquer sur tel et tel sujet. Néanmoins, est-ce qu'on peut juste dire qu'il est nul? Est-ce que moi j'ai le droit de dire qu'il est juste nul? Que ces blagues sont nulles, qu'elles ne font rire personne, et que non, mais bien sûr, moi, de cantonner me fait pas rire non plus. Louis Sarkozy, alors bon, voilà un jeune homme qui a commis un livre sur Napoléon, c'est plutôt sympathique, non, puis qui est plutôt, voilà, qui se débrouille plutôt bien. qui se débrouille plutôt bien, qui dit des choses avec lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui sont plutôt intéressantes, qui s'exprime plutôt bien. Bon, maintenant le réduire à son père, je trouve que c'est pas très élégant, et sous cet aspect-là, ça l'est encore moins. Et est-ce qu'on peut dire quand même que globalement dans cette émission, ce sont toujours les mêmes qui s'en prennent plein la gueule, voilà. Monsieur de Saint-Cernin, on n'a jamais entendu Monsieur de Saint-Cernin faire une blague sur le père de Léa Salamé, qui est Ghassan Salavé, qui, vous le savez, est ministre au Liban. Il y aurait des choses à dire là-dessus, évidemment. Et Monsieur de Saint-Cernin, si j'ai bien compris, est lui-même le fils de quelqu'un. Enfin, je veux dire, tout ça est un peu, voilà. Ouais. Non, moi je fais. Alors attendez, Mehdi, puis après je vous donne la parole. Peut-être que Jacques veut parler, après je rebondirai. Jacques Miard, alors. Oui, je vais vous dire une chose. Quand on devient un homme public, il faut avoir un peu la peau dure. Et pas s'offusquer pour quelle attaque ou autre. Et, mais on peut s'en offusquer pour lui. Oui, bien sûr. Ça fait partie de la liberté d'expression. Et comme mais bien disait sûr, mais Malraux, il ne s'agit pas de l'interdire. un jour, un instant, jeune fille, lorsque il y a eu un certain nombre d'attaques, lorsqu'il avait permis une chose, il avait dit, lorsque on s'attaque à la liberté d'expression, il faut y regarder à deux fois avant de la balancer par la fenêtre. Et donc, c'est ça le problème. C'est que, bien sûr, je sais que Louis Sarkozy a du talent. Eh bien, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il a répondu, mais moi, j'aurais rigolé. Ben, j'ai dit, tu fais fort, il camarade. a très bien répondu. Est-ce qu'on peut... Il a répondu... Alors, on n'a pas sa réponse. De rire Non, Léa Salamé lui a dit, vous avez le droit de rire, et il a dit, mais j'ai le droit de ne pas le faire. Et il a répondu également à Laurent Wauquiez, qui a tweeté en disant « Séquence consternante de bêtises crasses et de cruauté ». Pas non plus exagéré. Et alors Louis Sarkozy a dit, Léa, merci monsieur, Léa n'est pas une femme méchante et l'émission était plutôt amusante. Le jeune humoriste a sans doute ressenti l'obligation de dire ce genre de choses, sans quoi il aurait été attaqué par son propre clan. La qualité des blagues était comme prévu, parfaitement à son niveau. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Et nous continuons nos débats avec vous dans ce 10h midi avec Mehdi Raïch, analyste politique, Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, votre dernier livre. Alors bon, vous voulez qu'on parle de la nation ou le chaos. Voilà. Ou bien, effectivement, bye démocratie chez La Fond Presse. Elle est morte et enterrée. Voilà, la démocratie est morte et enterrée. À lire dans ce brûlot. Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et on va parler avec vous, justement, c'est votre coup de gueule. On va parler de cette consultation voulue par le président de la République sur les rythmes scolaires. Oui. Là aussi, c'est un peu un marronnier, hein, j'ai l'impression. C'est un vieux serpent de mer qui fait son retour. Alors, après la Convention citoyenne sur le climat, puis celle tragique sur la fin de vie, voici venu le temps des consultations sur les rythmes scolaires. Alors, on va demander à des citoyens tirés au sort de s'exprimer sur l'organisation des journées des enfants de 3 à 18 ans. Alors, évidemment, c'est un vrai sujet, mais c'est toujours éternellement la même maladie française, puisque je ne vois pas en quoi des citoyens tirés au sort... Je me rappelle plus tard, là, je suis sur une radio. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon. Jacques qui est en direct. Voilà, les conventions citoyennes, c'est quand même la belle spécialité française. Et
commission qui va accoucher d'un rapport et sûrement d'une commission d'évaluation qui va suggérer les modalités de mise en œuvre dans le cadre d'un rapport. On sait très bien que le sujet est complexe, il est passionnant. Moi, j'ai quand même la crainte que ça finisse en exutoire sur l'école, c'est-à-dire que tout va être permis, les critiques sur les enseignants, sur leur supposée paresse, les critiques enfin, voilà, on sait très bien que c'est un sujet extrêmement pointu, puisque sont concernées les collectivités territoriales, les collectivités. Il y a des réalités budgétaires et économiques avec le tourisme. D'ailleurs, on sait très bien que ces grandes vacances qui font l'objet de tant de réflexions et de critiques, elles ont été décidées avec les professionnels du tourisme, on le sait. Donc, on a quand même des gens, des spécialistes de l'éducation, des chronobiologistes, des gens qui nous expliquent que, par exemple, la semaine de 4 jours n'est pas adaptée aux enfants, qu'il faudrait retarder d'1 heure les journées pour un apprentissage plus complet. Bon, tout ça, on ne l'entend pas. On veut une convention citoyenne. Je vous rappelle quand même que le président n'a pas de majorité et que donc il ne pourra pas faire passer la moindre réforme. Donc je ne vois pas l'intérêt de tout cela. Nous avions déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment, je crois que c'était en 2023, mais je ne suis pas très sûre sur la date. Vous avez des enseignants, des spécialistes de l'éducation, des spécialistes du tourisme et des élus qui s'étaient réunis, qui avaient d'ailleurs produit un rapport plutôt extrêmement intéressant et qui avait été directement enterré par Madame Papendaï Bis, Madame Nicole Belloubet. Donc, à quoi bon? Je pense que l'école mérite mieux. L'école mérite mieux. On est toujours les plus mauvais élèves de tous les classements PISA, de tous les classements possibles et imaginables. Je pense que voilà, je trouve assez désolant qu'on mette ce sujet-là un peu, dans les. Oui, dans la foire, dans la boîte à idées de Monsieur Macron. Mais cette tribune d'Henri Guénaud et de Monsieur Bentolila dans le Figaro jeudi était absolument remarquable sur les priorités de l'école. Et la priorité, c'est peut-être aussi de revaloriser le salaire des enseignants, de motiver là, effectivement, de redonner aux enseignants la place qu'ils méritent, de remettre les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. Voilà, et ça. Tout ce vocable en plus pompeux, le mythe du citoyen omniscient qui produit des propositions de Péronnel. Les gamins ont besoin de repos. Jacques lève la main. Vous êtes concerné. Il y a des écoles dans votre commune. Je suis assez étonné, je dirais, pardon Alexandra, d'un peu trop de naïveté. Tout cela a un objectif. C'est que Macron veut qu'on parle de lui. Et puis j'ai bien compris. C'est pas autre chose. On est bien d'accord. C'est pas autre chose. Donc, plus on parle de lui, plus on le trouve fada. Alors voilà, c'est pas la peine d'assister. Oui. Et ça va être encore le festival des bons sentiments, et c'est juste insupportable. Effectivement, qu'est-ce que les consultations citoyennes peuvent apporter sur ce type de sujet? Ce qui est dommage, c'est une remise en cause également de la possibilité de l'Assemblée d'exister. Absolument. On va en reparler, absolument. Mais il n'a pas de majorité, donc il ne pourra rien en faire de toute façon. C'est purement politique, c'est de la communication. Sur l'enfance, comme sur tous les sujets. En effet, mauvaise com. Ça vaut la peine quand même d'écouter les premiers concernés. Donc s'il y a une convention citoyenne à faire et à mettre en place, il faudrait d'abord questionner les professeurs. Ce sont ceux qui sont en première ligne, ce sont ceux qui vivent et qui travaillent dans les salles de classe, ce sont ceux qui voient les programmes changer, ce sont ceux qui voient les élèves décrocher. Donc c'est ceux qui auraient aujourd'hui une meilleure analyse pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier. Mais le Conseil supérieur de l'éducation avait déjà regroupé des associations de parents d'élèves, des élus, des professionnels du tourisme, des profs. C'est pas pour réfléchir à des nouveaux rythmes scolaires. Ça suffit de réfléchir et de réunir les gens. C'est pensé par le haut comme un acte de communication, et c'est pas quelque chose qui part du terrain.
Et ce qui donne, ce que tu montres bien, Alexandra, mais en fait, l'impression que c'est complètement décorrélé ou déconnecté de la réalité. On a déjà toutes les problématiques. On refait encore le constat. On va pas refaire le constat. On sait où sont les problèmes. On sait où sont les problèmes. On les a identifiés. Agissons. Arrêtons de faire de la com dessus. Évidemment, la Convention citoyenne va suggérer le raccourcissement de la durée de classe. Donc, les collectivités vont devoir mettre la main à la pâte pour organiser des activités périscolaires. Or, on sait qu'elles subissent déjà des coupes budgétaires énormes. Alors, on fait comment ? C'est ridicule, ça n'a pas de sens en réalité. À suivre, ça nous amène à votre coup de gueule, cher Jacques Miard. Oui, alors vous connaissez la formule de De Gaulle qui disait « Il ne peut pas y avoir de hiérarchie au sommet de l'État ». Il voulait dire par là que président et Premier ministre doivent travailler ensemble et que bien évidemment le président de la République donnait le tempo et le Premier ministre mettait ça en œuvre. Or, aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'y a pas de hiérarchie, en effet, entre le président Macron et le Premier ministre Bayrou. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, mais pas pour crédibiliser la France, pas pour la redresser, non. Ils sont ensemble pour créer le désordre, la gabegie et ruiner la crédibilité de la France à l'international. Donc on peut dire que de ce côté-là, ils fonctionnent très bien ensemble. La proportionnelle, mais il faut être fou pour vouloir installer la proportionnelle en France. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir une assemblée, je dirais, cohérente. Ensuite, un référendum, vous en avez parlé, etc. Et pourquoi pas, je dirais, plusieurs. Et puis enfin, la chaise vide du côté du Vatican, ça a été le summum de la gifle que le jeune Macron a reçu de la part vraisemblablement de Trump et de Zelensky. Donc ils font très bien leur travail, là tous les deux. Il y a une fusion, mais pour le désordre. Oui, fusion pour le désordre, je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont sur la proportionnelle, on voit qu'il y a pas. Sur le sujet de la proportionnelle, je pense qu'il y a un vrai débat. Mais il y a un faux débat. Mais est-ce que c'est le moment ? Je pense qu'il y a un vrai débat. Alors, mais c'est à pas supposer qu'il y a un débat. Moi, je ne pense pas je pense que la proportionnelle, c'est précisément un faux débat et qui n'a pas lieu d'être. Mais à supposer qu'on veuille s'y atteler, est-ce que c'est le moment ? Non. Le pays est au bord du précipice. Non. Voilà. C'est parce qu'il y a un vide. On voit bien qu'il y a une crise institutionnelle qui amène une crise politique. Et donc, il y a le besoin d'exister. Et le seul besoin d'exister, c'est d'avoir faire de la com. Après, peut-être sur ce conflit larvé, on va dire, entre le président et le Premier ministre, souvenez-vous que le Premier ministre, François Bayrou, n'était pas son choix numéro 1, c'était son plan B. C'est François Bayrou, au moment où il a fallu choisir un Premier ministre, qui s'est imposé en disant au président de la République, si vous ne me choisissez pas, eh bien, vous n'aurez pas le soutien du bloc central et vous allez être mis en difficulté. Donc, à partir du moment où Bayrou s'est imposé pour être le Premier ministre d'Emmanuel Macron, on se doute aussi que leurs relations ne sont pas forcément au beau fixe, et on se doute aussi qu'il y a des rivalités de pouvoir entre ces deux hommes. Enfin, on va revenir sur... Aujourd'hui, ils fusionnent. Aujourd'hui, je suis désolé, ils agissent ensemble, non pas pour crédibiliser la France, mais pour la ruiner davantage. Je sais pas. Est-ce qu'ils fusionnent réellement ? Je suis pas certain. Bon, on va marquer une petite pause, mais on peut parler effectivement de cette déclaration ce week-end du Premier ministre qui souhaite un référendum. J'ai pas tout compris. Sur un plan d'ensemble. Un comité citoyen. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Moi, je voudrais qu'on revienne, avant de parler de François Bayrou, parce que je suis pas sûre que ce soit totalement passionnant quand même, sur cette déclaration. Ça mobilise les foules. Voilà, de Gérald Darmanin, puis sur notre sécurité. Quand on voit, vous savez, ce matin avec Juliette Ruffel, on a tapé rodéo urbain. C'est effarant le nombre de résultats que vous avez. Les rodéos urbains se multiplient. Visiblement, c'est un fléau contre lequel on a beaucoup de mal à réagir. Mais écoutez plutôt ce que disait également Gérald Darmanin à propos de la violence en France. Il n'y a plus de lieu safe, en fait. Je pense que c'est ça qui change. Aujourd'hui, on voit bien que le moins de petites bourgades de ruralité, ils connaissent la coke, le cannabis. Donc je pense que ce qui marque beaucoup les Français, c'est que ça s'est généralisé, métastasé, quelque part, vous voyez. C'est plus que dans les endroits où on cherchait le problème. On allait sur les Champs-Élysées à Paris, on savait qu'on pouvait éventuellement tomber sur un voleur ou un mouvement de foule. Aujourd'hui, n'importe où, vous vous dites, je peux tomber sur un voleur. On peut inverser la tendance ? Oui, grâce à la technologie. C'est-à-dire que si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple.
Ah voilà, c'était pour en dingue de venir. dire ça. Beaucoup de choses Mais à dire, hein. c'est assez. D'abord safe, l'emploi du mot safe. Je pense que Jacques Miard, vous qui êtes un défenseur de la langue française, on pourrait dire de lieux où on est en sécurité. Enfin, on pourrait dire à un moment où le ministre de l'Intérieur passe une circulaire en disant vous devez bien connaître le français. Absolument. Mais ça va aussi pour Macron. Ouais, Mais la Jacques, déclaration vous avez de... quand même mis bye bye en titre de votre ouvrage. Pardon. Ça, c'est de la provoque, c'est différent. Ah, j'ai bien Voilà. compris. Bien vu. mais il là- aurait pu dire bien des choses en somme. Oui, Mehdi. Mais la remarque, enfin, il y a une remarque à faire sur ce que dit Gérald Darmanin, c'est que il a été ministre de l'Intérieur pendant combien, 4 ans, 5 ans. Oui. Maintenant, il est ministre de la Justice et la situation n'a fait que s'aggraver. T'étais Bien où? sûr. Bien On sûr. va dire, mais t'étais où? Mais oui. Donc mais oui. c'est dingue de dire ça. Moi, je trouve ça choquant pour un ministre de dire, bah oui, mais en fait, il n'y a plus de safe place. Ça fait 4 ans que je fais pas mon boulot, 5 ans maintenant que je suis au ministère de la Justice. La situation est dramatique, bah, je sais pas quoi faire. Mais vous avez vu cette ville dans l'Orne, Bélem, qui est un petit bijou. Moi, je connais très bien. Voilà, vous connaissez Normand. Bélem, j'y suis pas allée, mais voilà, il paraît que c'est magnifique. Ouais, c'est un c'est petit très beau. village très beau qui a été saccagé jeudi dernier, je crois que c'était, ou enfin la semaine dernière. Et j'en parlais avec quelqu'un qui connaît bien, qui me dit mais il y a des dealers, à Bélem. Une autre personne avec qui je parlais, qui habitait dans un petit village du centre de la France et qui laissait les portes ouvertes, etc., me dit on ne peut plus laisser les portes ouvertes aujourd'hui. Nos voitures sont régulièrement visitées. Des villages de 2000 habitants, de même 600 habitants, ne sont pas épargnés par ce fléau. Donc, Non, mais par exemple, ouais. sur tout ce qui est trafiquant de drogue, ils s'installent beaucoup dans les petites villes, Ouais. parce qu'ils sont beaucoup plus tranquilles, ou dans les campagnes. Maintenant, ça se fait plus véritablement dans les grandes villes, où ce sont plus les circuits de distribution, donc on va vendre dans les grandes villes, mais tout se fait l'opérationnel dans les petites villes. Mais alors, la reconnaissance faciale, une auditrice me dit, il a raison sur la reconnaissance faciale. Vous n'allez pas mettre Non. de la reconnaissance faciale dans des bleds de 400 habitants. Ça sert Alors à oui, rien. dans les grandes communes peut-être. C'est peut-être une possibilité, Noémie. Oui, même si on ne trouve pas des solutions uniquement avec la technologie. J'ai un exemple en tête de défaillance à ce niveau-là. Ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre que ça a à voir. En Israël, le 7 octobre, la bande de Gaza était entourée d'une bordure de sécurité qui était électrifiée, qui a coûté $1 milliard. Toute cette barrière de sécurité, elle était surélevée de capteurs thermiques, de drones, elle était surélevée de tout un tas d'aspects technologiques, et l'armée s'est reposée sur la technologie en s'imaginant que c'était infaillible. Or, la technologie n'est pas infaillible, et là, depuis le 7 octobre, ils ont changé de stratégie et ils reviennent à des moyens qui sont beaucoup plus terre à terre, avec des espions sur le terrain, etc. Et donc, ils reviennent à des stratégies qui sont beaucoup plus humaines et rudimentaires. Donc, se reposer uniquement sur la technologie pour régler les problèmes de sécurité, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une alliance, un alliage entre la technologie et le travail de terrain, des enquêteurs, etc. Effectivement. Maintenant, pour revenir sur les propos de Darmanin, c'est vrai qu'on regrette qu'un ministre parle comme quelqu'un qui fait du commentaire. Oui. Un ministre, on attend qu'il propose des solutions. On ne fait pas de la politique. La solution, pour lui, ça va être la reconnaissance faciale. Oui, mais il y a quand même un état, et puis on pourra en parler avec les rodéos urbains, quand on voit cette image de Drancy, où vous avez des délinquants, je ne les appelle pas autrement, qui défient la police, qui frappent les flics. Il y a un moment, que dans le défi. Oui. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de l'aphrodisiaque. C'est-à-dire que c'est pas un défi, c'est j'ai envie de le faire parce qu'il faut que je le fasse, c'est génial. On est au-delà du parce défi. qu'ils n'ont pas peur. Exactement. Le on a dépassé le stade le du problème, défi. c'est pas la technologie, le problème, c'est la justice, c'est la réponse pénale qui n'est pas suffisamment et qui nourrit cette culture de l'excuse. À partir du moment où vous considérez que vous ne prenez aucun risque lorsque vous refusez d'obtempérer, lorsque vous agressez un policier, et parce que vous vous dites que de toute façon vous n'irez pas en prison, eh bien sûr que ça ne va pas vous même la manière vous dont les dissuader de le faire. policiers parlent de leur travail, notamment lors des rodéos, ils disent mais même si on les arrête, ils risquent rien. Bah oui. Et ils savent pas comment les C'est ça, arrêter. le Et vrai d'ailleurs, problème. les jeunes sont au courant. Non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de me toucher, t'as pas le droit de faire ça. Donc le policier, il n'est pas armé en fait sur ce sujet. Donc ils savent pas comment faire, ils ont pas de solution. La loi, c'est vrai qu'il y a une question derrière de la législation derrière qui est peut-être pas assez solide sur ce sujet, mais il y a aussi une manière de la pratique du policier. Et en fait, finalement, ils y sont plus. Mais ils peuvent rien faire. Ça fait partie aussi de Ils sont l'interview impuissants. hier de Gérald Ils sont Darmanin impuissants. qui disait il faut une peine
tout de suite une peine immédiate pour ces délinquants. Ça changerait les choses. Effectivement, il fait le constat, Gérald Darmanin, sauf que les choses ne se sont pas arrangées, comme le disait Jacques Miard, depuis 7 ans. Enfin, on voit quand même qu'il y a une espèce d'accélération de la violence dans notre société. Je crois que toute la société, dans son entièreté, c'est-à-dire sous tous ses aspects, que ce soit l'école, que ce soit... est touchée par la violence. On est complètement gangréné par la violence. Et la violence, elle est tellement intériorisée que même, je trouve... Ça va vous paraître un peu banal comme constat, mais je trouve que la violence est aussi installée dans les rapports quotidiens. Absolument. Oui. Voilà. Donc, on est confronté à quelque chose de terrible. Maintenant, oui, évidemment, les policiers sont impuissants, évidemment, les réponses pénales sont insuffisantes, mais il faut aussi qu'on fasse une véritable révolution aussi sur notre rapport à la sécurité, sur notre rapport aux condamnations, à la peine. Il faut aussi qu'on assume collectivement que ces jeunes doivent être mis en face de leurs responsabilités, ils doivent passer devant des tribunaux, ils doivent... J'apporte quand même une nuance, oui. je suis d'accord, mais il y a aussi une question d'éducation. L'État, lorsque je parlais de Boris Vallaud tout à l'heure, mais on ne peut pas faire la critique du tout État et en même temps dire il faut que l'État résout tout. C'est pas forcément l'État qui doit résoudre ça. Il y a aussi une question d'éducation chez les jeunes qui ont un rapport soit à l'autorité, soit à la fait publique, qui est dramatique. Mais il faut aussi qu'on repense notre rapport à l'autorité. Regardez, pendant des années, regardez les profs. Les profs, on n'a plus le droit de dire ceci, on n'a plus le droit de dire cela. On a tout ce qui est en lien avec l'autorité, c'est peu à peu désagrégé. Alors, parce qu'il y a eu toute cette pensée post-68arde qui nous a complètement mis KO. Oui. Jacques Miard, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, le ministre de... C'est très simple. Ça s'appelle l'autorité et la force légitime de l'État. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, à force de... Lorsqu'il y a un problème, c'est le policier qui est poursuivi et mis en examen et pas le malfrat. Donc, il y a un moment, ça suffit. Moi, je suis sidéré par le fait que l'État refuse la répression. Et qu'il y a un système très simple, c'est quand on attaque des policiers avec notamment des armes, etc., on tire. Je dis bien, on tire. Et il y aura des morts, d'accord, mais ça s'arrêtera vite. Il faut l'assumer. Moi, je suis d'accord avec Jacques. De 12 ans. Mais non. Mais on ne tire pas sur des gamins de 12 ans. Ici, c'est pas des gamins de 12 ans. Mais vous rigolez, les gosses, ils ont 12 ans. Aujourd'hui, ceux qui font du rodéo étaient véritablement tout à fait conscients. Et il y a un moment, ça suffit. Si vous ne le faites pas, vous savez où ça ira? C'est les Français qui vont s'armer et on aura à ce moment-là des missiles privés. Et c'est ça le danger de l'anarchie, c'est-à-dire que ce sont des prérogatives qui doivent revenir à l'État. Bien sûr. Vous savez, c'est la base du contrat social, c'est-à-dire nous payons des impôts, nous renonçons à certaines libertés, nous nous soumettons à des lois. Donc, en échange, l'État doit nous garantir une forme de sécurité. Et donc, c'est à l'État de faire en sorte que nous puissions nous sentir sécurisés lorsqu'on se balade dans les rues le soir. Même si, je rejoins ce que disait Alexandra, on a complètement intériorisé cette violence. En tant que femme, je ne sors pas dans la rue le soir à 22h dans certains quartiers avec une jupe courte. Ça n'est plus possible. Même si j'aurais envie de la porter. Mais je sais que c'est trop dangereux, que je pourrais courir des risques. Et donc j'ai intégré cette vision du monde, cette dangerosité. Et là, c'est là effectivement qu'on se rend compte qu'on a basculé dans quelque chose et qu'au fond, les choses ont métastasé, pour reprendre les termes du ministre, depuis trop longtemps. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Même Jacques, au fond, je suis d'accord avec lui. Mais sur l'âge, je suis désolé, sur les rodéos urbains, c'est beaucoup des jeunes. Entre 12 et 13 ans. Je vois mal. On voit ce qui s'est passé avec Naël, si je ne me trompe pas. Ouais. Même si juste avant, il a fait percuter une femme. On est toujours sur des cas dramatiques. Des victimes, mais c'est surtout les victimes dont il faut parler. Mais imaginez juste la chose, si par exemple les policiers, par malheur, touchent ou tirent sur un gosse de 12 ans ou 13 ans qui faisait un rodéo, j'ai du mal à imaginer un gosse de 12 ans en fait se faire tirer dessus. Non, on est d'accord sur ce point. Mais parce qu'ils savent qu'il risque rien, parce qu'il y a l'excuse de minorité. À ce moment-là, il faut faire ce que font les British, à savoir que le policier pousse le rodéo, il ramasse le gamin et on le met dans des centres où on leur réapprend un peu l'éducation. Voilà, il faut les sortir des lieux où ils sont pour les mettre dans des centres fermés avec une discipline militaire.
Quand on voit oui. la violence avec laquelle le conseiller municipal Oui. Goriagué, c'est ça, oui. a été frappé. Enfin, je veux dire, il a de multiples... À Bordeaux, ouais. dans une commune de Bordeaux. C'est terrible. Il a multiples fractures. Il a été agressé avec une violence inouïe parce que précisément, il voulait confronter les auteurs des rodéos urbains. Et eux ont envie de se confronter. Mais absolument. Ils ont envie de se confronter. Ouais. On est au-delà du défi. C'est un jeu. Non, mais c'est pour ça que je parlais d'aphrodisiaque tout à l'heure. On est sur une société ultra violente. Là, je voyais à Sens, des policiers ont été blessés avec une hache devant le commissariat. Je veux dire, Et encore, on n'a pas tout. On n'a pas toutes les infos qui remontent tout le temps. Absolument. On n'a Mais pas, sur les rodéos urbains, Jacques, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. Le modèle britannique propose quand même des solutions qui sont... Oui, d'aller au contact, voilà, d'aller au contact avec la voiture. La voiture qui suit la moto. De prendre le risque de percuter la moto. Mais on ne parle jamais de cette famille qui a été percutée il y a quelques jours. C'est l'horreur totale. C'est l'horreur absolue. Il y avait une femme qui avait perdu son bébé, je crois qu'il avait été fauché il y a un an, il me semble. Un arrêt de bus. Ouais. Enfin, Voilà, c'est épouvantable. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tous les jours, de midi à 14h, on explore non seulement l'actu, mais les coulisses, mais la mécanique de ce qu'on vous cache, de ce qu'on ne vous dit pas sur tous les sujets de société, de politique. C'est dans Berkoff, dans tous ses états. À tout à l'heure, à midi. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je voudrais qu'on parle quand même de ces rodéos urbains parce que je vois, j'ai une auditrice qui me dit rodéo urbain, c'est beaucoup de jeunes. Alors on stoppe les allocs aux parents comme ça se faisait avant. C'est écrit ainsi, un fascicule de règlement de l'école dès l'école primaire. J'entendais l'autre jour Robert Ménard qui racontait qu'à Béziers, il avait été obligé d'aller, il est allé dans une famille où les enfants ne venaient pas à l'école. Des enfants assez jeunes, il est arrivé à 11h, tout le monde dormait. Il dit, il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait avec, à part les allocations familiales, pour responsabiliser les parents. Enfin, c'est toujours là aussi, on parlait de serpent de mer, mais il y a un moment où quand on a face à des mineurs, on ne peut pas se résigner à dire ce sont des mineurs qui font des rodéos urbains. Non. Déjà, vous savez, peut-être qu'il faudrait affronter et assumer la réalité. Quand je vois la communication gouvernementale sur les rodéos urbains, où on voit Pierre-Henry qui habite sur son petit Vespa, on voit un jeune qui fait des rodéos urbains. Enfin, je veux dire, stop, quoi. Arrêtons. On a contre les rodéos urbains où on a un jeune homme sur une Vespa. Que ça en est gênant. Et c'est le maire de Reims, le président du Grand Reims, qui moque cette campagne en disant si Nicolas Arnaud Robinet. Arnaud Robinet qui dit si Nicolas pouvait arrêter de faire du rodéo urbain avec son Vespa, communication gouvernementale à son meilleur niveau. Parce qu'il y avait, il me semble, c'était il y a 2 ans ou 3 ans au Festival de Cannes, il y avait une réalisatrice qui avait fait un film sur le rodéo en disant que c'était génial en gros. Il y a une culture de ça. C'est devenu une culture. Quand on voit, c'est pas pour taper sur LFI, mais il y a aussi une articulation politique qui est très mauvaise. Vas-y, je me fais plaisir. Mais il y a une instrumentalisation, une articulation, une récupération politique autour de ce sujet qui pourrit le débat. C'est-à-dire que quand tu parlais de la réalité, c'est vrai qu'on ne veut pas la voir, mais c'est aussi parce que le politique la nie en partie. Il y a tout un camp politique qui dit non, mais les rodéos, c'est une culture, au fond, ça se respecte quelque part. Les jeunes ne sont pas si terribles que ça, ils ne sont pas si violents que ça. C'est fou de dire ça. Vous y êtes confronté C'est tout à fait, je dirais, dans l'optique qu'il faut sortir ces gamins du lieu où ils sont, les mettre dans des internats et leur réapprendre leurs responsabilités. Notre collègue et ami qui arrive dans une famille où à 11h du matin, ils sont tous en train de dormir parce qu'ils ont fait la nouba toute la nuit, eh bien, il y a un moment, il faut que les gamins soient placés dans des centres où on va leur réapprendre un certain nombre de choses. Et ça peut fonctionner. Ça a fonctionné il y a quelques années en arrière avec, je l'ai déjà cité maintes fois, avec Braque de la Perrière, qui était cet homme qui avait mis au pas tout un tas de jeunes en les mettant dans des unités encadrées par des militaires, et on en avait fait des citoyens à part entière.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut prendre les moyens de sa politique. La fin justifie les moyens, comme disait Saint-Augustin. Mais quels locaux, quels moyens, quels surveillants locaux, ça coûtera moins cher que malheureusement quelqu'un qui va être tué par un rodéo, parce que malheureusement ça peut arriver. Non, mais déjà, c'est ça qu'il faut. C'est une question de politique intelligente. Pour recycler un certain nombre de jeunes qui vont à la dérive. Non, mais si déjà on pouvait avoir une modification du cadre réglementaire pour que, comme l'a dit Jacques, comme en Angleterre, on puisse avoir l'autorisation de tamponner et d'aller au contact, vous allez voir les émeutes si vous avez le moindre drame. Dans ces cas-là, il faudra y mettre fin avec les moyens qui seront nécessaires. Et pourquoi le politique n'agit pas? Au fond, c'est toujours cette question-là. Pourquoi le politique n'agit pas? Méfiez-vous, parce que si vous n'agissez pas, si l'État n'agit pas, les Français vont s'armer. C'est comme ça que ça va terminer. Par des milices. C'est comme ça. Oui. Noémie, oui, malheureusement, c'est des choses qui commencent à arriver. Vous avez vu que les chiffres de port d'armes augmentent en France. Alors, on est très très loin des États-Unis, mais c'est cette stratégie-là, cette façon de fonctionner, de ne plus faire confiance à l'État, de se méfier des institutions, est en train de gagner du terrain déjà en France. Et effectivement, le risque, c'est l'anarchie. C'est que chacun considère que la justice n'est pas juste, et donc qu'il faut la rendre soi-même. Oui, mais c'est l'anarchie. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'institution, qu'il n'y a pas de loi, et qu'au fond, il faut en finir avec toutes ces institutions qui sont toutes corrompues, etc. Bon, si vous voulez, on va vers quelque chose de dangereux. C'est ça que je veux dire. L'anarchie, vous êtes un spécialiste qui sait ce qu'il doit faire sans recevoir des ordres. C'est différent. Il y a 3 anarchistes. Il y a Jésus-Christ, De Gaulle et moi. Il faut... Ok, c'est la blague du jour. Voilà. Mais il faut une volonté politique et tout. Alors là, je tombe sur un truc absolument hallucinant. Dans les crèches, une pénurie de professionnels de la petite enfance, diplômés ou non, vous pouvez venir. Donc, vous savez qu'Elisabeth Borne avait annoncé la création de places de crèche. Le problème, c'est que il manque 10 000 personnes. Il manque 10 000 postes. Et vous savez ce qu'a mis en place le gouvernement? Ça rejoint un petit peu ce dont on parlait avec vous, Alexandra, tout à l'heure. C'est une formation à distance. C'est qu'aujourd'hui, vous allez... Non, mais je tombe de l'armoire. Pour autant, il est aujourd'hui possible de décrocher le CAP d'accompagnement éducatif petite enfance en suivant une formation à distance. Non, mais on est tombé chez... Vous disiez la fin de la démocratie, Jacques, ou le chaos. Nous avons mis en place un parcours de compétences théoriques avec audio et vidéo via une équipe pédagogique. Il existe des vidéos, etc. C'est une formation qui dure entre 500 et 800 heures, suivant que vous la faites en 1 an ou 2. Ça me paraît compliqué de s'occuper d'enfants quand tu les vois jamais. Bah oui. Non, mais c'est le bon sens. Non, mais mais où on est, là? Combien ça coûte, ce truc? Et vous n'oubliez pas des normes de plus en plus drastiques dans les crèches, avec l'impossibilité... Alors que ça fonctionnait très bien avant, mais on a recollé des normes, justement, sur un certain nombre de temps dans les crèches, qui rendent les choses de plus en plus difficiles. Et après, nous avons le président de la République qui nous dit qu'il faut absolument faire en sorte qu'il y ait un réarmement démographique, que le problème de la dénatalité est un problème fondamental. C'est sûr qu'on n'aide pas non plus les familles, on n'aide pas les femmes à enfanter, à se sentir sécurisées à le faire. Il faut repenser tous les modes de garde, et d'ailleurs c'est aussi un des sujets sur quand on veut réfléchir au rythme... scolaire, on va marquer une petite pause et on se retrouve avec vous dans un instant. On peut parler de ces grèves à la SNCF, là aussi, serpent de mer, c'est marronnier. Le trafic francilien fortement perturbé lundi sur certaines lignes, avec toujours ce même chantage. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, parlons des grèves, trafic perturbé en Ile-de-France, et puis des prévisions également pour la SNCF, avec des trains annulés. Avec comment on s'en sort de ces grèves, Jacques Miard, vous qui êtes l'aîné, le doyen de cette assemblée, vous avez à chaque vacances, chaque Noël, on en a vu. Vous savez, j'avais un patron lorsque j'étais en poste dans un pays un peu exotique.
il disait « j'ai échappé à des dangers plus graves ». Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, on a les syndicats, la loi est mal foutue puisqu'ils vont émettre des avis de grève pratiquement à répétition. Et donc, le droit de grève est un droit constitutionnel, mais on devrait en face rappeler que la libre circulation, etc., pour nos concitoyens, c'est aussi un droit constitutionnel. Donc il y a quelque chose à trouver, et il y a un moment, on devrait manifestement mettre en place un délit d'abus du droit de grève, parce que, vous savez, par exemple, du côté en Allemagne, les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève, hein, c'est aussi simple que ça. La police n'a pas le droit de grève, également chez nous. Bon, et les militaires aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un abus de droit de grève, et il est clair qu'aujourd'hui, les syndicats qui ont un sens de l'opportunité assez aigu et qui profitent bien évidemment des viaducs dont on bénéficie pour se mettre en grève ou annoncer la grève. Et il faut monter le cocotier. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un moment, il va falloir reprendre ça. Et lorsqu'on a des grèves à répétition qui sont annoncées de manière systématique pendant 15 jours auparavant en disant on vous l'avait annoncé, eh bien il y a un moment, il faut que les syndicats soient responsables et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, même si parfois on peut comprendre. J'ajoute une chose, c'est que le dialogue social à la SNCF s'est amélioré, mais qu'il y a un moment, il fallait véritablement déposer le droit de grève, un jour de grève, pour pouvoir avoir un début de commencement de dialogue social. Donc il y a aussi de la part de la SNCF quelques améliorations à faire. Oui, mais dirais-je. Il me semble qu'en début d'année, les syndicats de la SNCF ont déjà obtenu une revalorisation salariale. C'est possible. Oui, si je me trompe pas. C'est même certain. Et donc, quelle est la raison de la grève aujourd'hui ? Non, mais c'est toujours la même histoire. Et je rappelle quand même que leurs conditions de départ à la retraite sont quand même très avantageuses. Enfin, je veux dire, la grève du 8 mai, elle n'a aucune justification. Sauf celle d'abîmer un peu plus. Est-ce que quelqu'un a la raison de la grève ? Quelle est la raison avancée pour la grève ? Je ne sais pas. Ils réclament toujours des meilleures conditions. Ils considèrent toujours que leurs conditions salariales ne sont pas suffisantes, alors même qu'ils ont des protections que beaucoup de salariés du privé n'ont pas. Et ça, précisons-le. Juste rappeler quand même... Est-ce que vous savez combien, pardon Valérie, est-ce que vous savez combien coûte la SNCF aux contribuables avant même que vous ayez acheté votre propre billet de train ? Qui coûte super cher, le billet d'ailleurs. Oui, qui coûte... Là, il y a une question sur le billet à poser. 20 milliards d'euros par an. Voilà. Donc, il est évident qu'il faut plus de concurrence et qu'il faut surtout un service minimum garanti. Ouais. En tout cas, pendant les vacances scolaires. Parce que qui sont ceux qui sont touchés ? Évidemment ceux qui sont le plus fragiles économiquement et socialement. Bien sûr. C'est intolérable. Alors, les revendications, c'est pour une revalorisation des primes, l'amélioration des plannings des contrôleurs. Voilà, en gros, les revendications. En 40 ans de lutte, ils n'ont jamais obtenu ça ? Bah si. C'est jamais suffisant, mais en fait, ce qui est frappant à chaque fois et ce qui est renouvelé, parce que malheureusement, ça, effectivement, vous avez raison, c'est un vieux serpent de mer. C'est vraiment cette idée qu'au fond, il y a une forme d'égoïsme. C'est quelques milliers d'agents qui font la grève, qui vont pourrir la vie à des millions de Français. Bah oui. Et ça, chaque fois, si vous voulez, ça ne permet pas de faire en sorte qu'ils soient plus populaires ou en tout cas qu'ils soient plus entendus. Vous voyez, là, on avait du mal autour de cette table à exprimer vraiment leurs revendications parce qu'ils en ont à chaque fois des nouvelles. Mais ils sont très impopulaires et ils le méritent parce qu'ils ne se soucient pas aussi de l'état de la France et de l'intérêt général. Ils sont censés servir. C'est la prime de traction, je crois. La direction de la SNCF a fermé la porte à toute augmentation de la rémunération, estimant avoir fait le nécessaire en novembre dernier. 2,2% d'augmentation moyenne des salaires, soit au-delà de l'inflation prévue de 1,5 par la Banque de France. Le tonneau des Danaïdes, cette histoire. Il n'y a jamais de fin. Il réclame toujours plus. Et je rappelle, pour le coup, on avait Rémi Branco, donc, qui était là, qui est un élu du Sud-Ouest, qui a fait partie de ce train des chefs d'entreprise et des élus de la région, de Toulouse, qui sont montés à Paris. Train de la colère, le train de la colère. Ils ont été reçus
non pas par le ministre. Ils ont des transports, ils ont été reçus par 4 mecs en costard, 4 énarques, c'est ce qu'il a dit. Il était très en colère. Ils n'ont pas eu de retour. Vous avez un train avec 400 ou 500 personnes qui montent pour dire on veut juste que les trains retrouvent la vitesse des années 60. Non mais vous imaginez la revendication. Ces trains de Nevers, ces trains de Toulouse qui se tombent en panne, qui sont vétustes, personne ne leur a répondu. Non, mais c'était sur ça que je voulais rebondir. Ouais. Oui. Regardez. Du coup, tu as dit tout ce que je voulais dire. Alors, pardon. Mais c'est scandaleux. Il a fait son coup de gueule là-dessus vendredi en parlant, jeudi en disant le gouvernement des automates qui prennent même pas le temps de les recevoir. Mais regardez l'état des lignes. Les petits hommes gris. Moi, je fais souvent Paris-Grandville. L'état de la ligne, elle est catastrophique. Ouais. Ça tombe tout le temps en panne. Bah oui. Et après, c'est déjà le train du billet, enfin le train du billet. Le prix du billet est super cher. Oui. Et on comprend pas forcément toujours l'algorithme qui fait que le prix est à ce niveau-là. Les lignes ne sont quasiment jamais à l'heure, où il y a toujours des retards dessus. Et ensuite, c'est au contribuable français de remettre de l'argent de sa propre poche pour reconduire le déficit qu'il y a dedans. On se dit, mais attends, on marche sur la tête. Et ensuite, ces mêmes personnes-là vont faire grève pour redemander des droits supplémentaires. Et c'est fou, la logique, elle est incroyable. Donc, j'ai un de mes amis qui habite en Suisse et qui prend toujours le train en Suisse et qui m'envoie des photos des trains en Suisse. C'est juste une pure merveille. Quoi. Non, c'est avec la concurrence, avec Trenitalia, où ça va commencer à devenir très compliqué. Évidemment qu'il faut de la concurrence. Sans concurrence, on n'y arrivera pas. On sera toujours dans les mains de Sud et de la CGT. Bon, alors je vais garder le meilleur pour le... Ne tracassez pas, les Italiens ont aussi le sens de la grève. Oui, aussi. C'est vrai, ça peut venir aussi. Je parlais des Suisses. Moi. Non, mais il y a quelque chose que visiblement, vous ne savez pas. C'est qu'aujourd'hui, la SNCF, etc., a une certaine autonomie par rapport au ministère des Transports. Et qu'en réalité, le ministère des Transports n'a plus l'autorité directe sur la SNCF. C'est aussi simple que ça. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc François Bayrou qui évoque un référendum sur la réduction de la dette. Donc c'est ce qu'il affirmait chez nos confrères de la Tribune dimanche. Vous avez compris quoi? C'est un plan d'ensemble que je veux soumettre. Il demandera des efforts à tout le monde. Et par l'ampleur qui doit être la sienne, il ne peut réussir si le peuple français ne la soutient pas. On peut déjà lui donner la réponse. Il va demander quoi? Il va demander quoi? Je ne sais pas. On répondra à celui qui pose la question. Oui. En plus, sur la question du référendum, déjà, on n'a pas véritablement la culture en France. Donc moi, j'ai jamais voté pour un référendum. Je ne sais même pas ce que c'est. Et moi j'ai voté non à l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. J'ai 32 ans, j'étais trop jeune. On a vu comment on vote pour des référendums, on participe à des référendums, on voit notamment sur l'Europe comment les Français ont été écoutés. Mais qu'est-ce que ça dit politiquement? Parce que ça veut dire que aujourd'hui les députés ne comptent plus pour rien. Alors, il faudrait vraiment rentrer dans la Constitution parce que ça serait sur une question de finance. Donc, je sais pas quelle est je sais pas à quel point le référendum peut avoir une priorité sur les questions de PLFSS ou ce genre de choses. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que peu importe la question qui va être posée, généralement le référendum il va être compris comme une sanction envers le gouvernement ou le président. Donc les gens voteront oui ou non, mais uniquement pour sanctionner le président, pas forcément pour la question posée. Et donc, je ne vois pas véritablement l'intérêt pour François Bayrou de faire ça maintenant, si ce n'est d'acter une espèce de mort politique avant ce qui se passera. Un coup de quand même. Les réactions, ça a été idées loufoques, idées farfelues. Même Aurore Berger ne voit pas autre chose qu'une façon de contourner le Parlement. Laurent Wauquiez, qui a pas mal d'humour, dit il n'y a pas besoin de référendum pour savoir que les Français en ont assez des augmentations d'impôts. Et la seule chose qu'on demande au Premier ministre, c'est d'avoir enfin le courage de s'attaquer au gaspillage de l'argent public. Là encore, on a le sentiment qu'ils veulent gagner du temps. Ça va être quoi? Vous voulez qu'on taxe les retraités? Vous voulez qu'on taxe les... Est-ce que vous voulez plus d'impôts? Les gens vont répondre non. Non, mais ce qui est fou, c'est que ça met en lumière à nouveau l'impuissance publique en réalité. Parce que regardez tous les sujets qu'on a évoqués ici. Bien sûr. La sécurité, les rythmes scolaires, la dette. L'éducation. Voilà. Ce sont des vieux serpents de mer dont qui nous étouffent depuis des années.
auxquelles on n'arrive pas à trouver de solution. On est là, on tourne en rond. Le référendum tel que le propose Bayrou, c'est tout simplement imbitable. Point barre. Mais c'est tout. Je comptais sur vous. Voilà, pour résumer. Bon résumé, Jacques, merci. Fin du débat, au revoir. Ah, non, mais je comptais sur vous pour m'expliquer ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait dire. Je crois que lui-même ne le sait pas. Un plan d'ensemble que je veux soumettre, ça veut dire quoi? Cocher. Vous savez, il y a un parlement pour ça. Il y a un parlement. Taper un, taper deux, taxer. Je veux dire, c'est quoi? Revenez la semaine prochaine. Pour moi, c'est vraiment un coup de communication politique. Bon, déjà, c'est assez cohérent avec sa ligne, puisqu'il a toujours fait de la question du budget, de la responsabilité vis-à-vis des finances, etc., l'un de ses chevaux de bataille. C'est l'un des premiers à avoir pointé du doigt cette question, et ce depuis longtemps. S'il était intelligent, il saurait qu'il n'y a pas de jeune homme, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Jeune homme, laissez-moi terminer. Non, d'une certaine façon, il est assez cohérent avec la ligne qui s'est fixée depuis le départ. Maintenant, effectivement, on voit assez mal les Français éplucher les lois finances, éplucher, parce que c'est des questions très très techniques. Généralement, des référendums, ça reste des questions beaucoup plus ouvertes, ou en tout cas beaucoup plus simples. Moi, j'imagine plus un référendum, par exemple, sur l'immigration. Ça fait partie des questions qui sont beaucoup plus plébiscitées par les Français. Donc, je vois ça comme un coup politique. C'est l'idée de dire que nous, France, sommes dans le rouge. Un certain nombre d'économistes nous expliquent que la situation du budget de l'État est catastrophique. Et en ce sens, on court vers des lendemains qui déchantent. Et en ce sens, ce sera une façon pour lui de dire qu'il a fait quelque chose, qu'il a tenté quelque chose, en tout cas qu'il a proposé quelque chose. Et donc, qu'il pourra s'en sortir par cette pirouette si demain il est attaqué sur le fait que l'État continue à chuter économiquement. Mais cette dette, c'est quand même... Juste un point, Noémie. Alors. Il n'y a aucune solution à la dette de la France dans le cadre des traités européens aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et si M. Bayrou était moins euro-BA, il devrait s'en rendre compte. J'adore les expressions de Jacques. Mais euro-BA. Non, mais je rajoute un dernier point, c'est que peut-être qu'il est en accord avec sa ligne, c'est vrai. Il a toujours voulu ce type de débat sur le budget. Mais c'est quand même curieux de la part de François Bayrou, sachant qu'il a été à la tête du Haut Commissariat au Plan et personne ne sait à quoi ça sert. Donc moi je trouve ça quand même curieux de parler de dépenses publiques alors que tu as été un trou dans la dépense publique pendant très longtemps. Donc je veux bien qu'on amène la question, je veux bien, et effectivement pour moi c'est une question de communication politique derrière, mais une cohérence avec les actes que tu as eus par le passé qui ne tient pas. Si tout cela n'avait pas des conséquences tragiques sur le quotidien des Français, on pourrait en rigoler en réalité, parce que c'est une vaste blague, mais c'est tragique. Parce que lui, enfin, cette dette publique, il en est lui-même, comme tu viens de le dire, un des responsables. Enfin, je veux dire, c'est son bilan. Bien sûr. C'est lunaire. Enfin, il a accepté les premiers ministres. Il essaie de s'en extraire en proposant ça. Absolument. Mais comment il va le mettre en place? En plus, ça coûte de l'argent de mettre en place un référendum. Ah, ça oui. Hein non, mais ça coûte de l'argent. Et puis quelle question aussi. Et ça emmerde les élus locaux qui doivent tenir les bureaux de vote. Eh ben oui. On y croit assez mal. Vous savez, une question de référendum, il faut répondre par oui ou non. Donc, ce sera une question qui doit être... ça va être très compliqué de trouver la bonne question qui permettra... Mais c'est forcément oui ou non? Oui, c'est forcément normalement oui. Ah bah oui. C'est pour ça que c'est une question qui doit être très précise. Est-ce que vous voulez qu'il fasse beau demain? C'est pour ça quelle question on pose. C'est en fonction de la question aussi. Voulez-vous de meilleurs services publics? Oui. Mais ça ne va pas avancer. Non, mais c'est ridicule. Sur ce sujet-là, ça n'a aucun sens. Bon, alors, il fait quoi? C'est pour faire des interviews, c'est pour communiquer, c'est pour... c'est comme la Convention citoyenne sur les rythmes scolaires. C'est pour faire de la communication et pour faire un pas de côté et se déporter de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons et dont ils sont c'est leur bilan en fait. Oui, donc, comme il n'y a pas de majorité et que bientôt, déjà le budget n'a pas été voté. Il est passé au 49.3 et les conversations sur le budget vont bientôt commencer fin septembre. Donc c'est déjà le moment de se poser la question. Voilà, on a des auditeurs qui ont de l'humour. Soisic nous dit, faut-il réduire la dette, supprimer les avantages accordés pour réduire la dette, faut-il supprimer les avantages accordés aux ex-premiers ministres? Oui, non. ça peut être une série de questions comme celle-là. Hein. Oui. Après, l'idée d'un référendum est intéressante, mais... Bah oui, mais sur quoi? Comment faire? Quand on voit que les cahiers de doléances des Gilets jaunes n'ont jamais été écoutés, ça a été dramatique. Je me souviens, j'avais fait des reportages dans des tout petits villages de quelques centaines d'habitants.
au moment justement où les gens se réunissaient pour ces fameux cahiers de doléances, et ils y croyaient vraiment. Ils organisaient des réunions dans les petites mairies et ils ont joué le jeu vraiment. Beaucoup de citoyens français ont joué le jeu et on leur a craché à la figure. Ils étaient sûrs qu'ils allaient être entendus et ils n'ont pas été entendus, et ça c'est un drame. Effectivement, ça m'encourage pas ensuite à participer au référendum et à considérer que la parole peut être entendue quand on s'exprime en tant que Français. Ils ont été écoutés mais pas entendus. Et voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'avoir été là. Ave et Jacques. Et bye bye démocratie. Salut l'anarchiste. Jeune homme. On aura appris quelque chose aujourd'hui. Jésus, De Gaulle, Jacques Miard, les 3 anarchistes. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Bonne journée à tous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.